Théophile Obenga, la philosophie africaine de la période pharaonique. Préface. Naguère encore, parler de philosophie africaine semblait nécessiter l'usage de guillemets. Ceux-ci entouraient soit le mot philosophie, soit l'épithète africaine. Dans les deux cas, on entendait alerter le lecteur en lui rappelant qu'en son sens propre, dans son usage technique et informé, la philosophie est, comme les sciences, grecques et occidentales. L'Orient devait se contenter d'être à l'origine des grandes religions du monde, l'hindouisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, le manichéisme, le judéo-christianisme, l'islam, etc. Quant à l'Afrique, le dogme hégélien et occidental lui déniait et religion et morale et la moindre trace de l'esprit objectif. Entendez de la production culturelle. Nietzsche, Heidegger et d'autres, parmi lesquels les philosophes africains contemporains, mais pour des raisons différentes, nous assuraient, dans une bonne foi douteuse, que la philosophie est d'essence grecque et donc occidentale. Certes, Hegel, dans son introduction à l'histoire de la philosophie, admet la possibilité d'admettre des concepts philosophiques à partir des religions orientales, entre guillemets. Mais il estimait que les textes orientaux en eux-mêmes, tout comme d'autres mythes, n'avaient pu accéder à la pureté des concepts philosophiques. Bien entendu, l'Afrique enveloppée dans sa conscience subjective, entre guillemets, et confuse, ne pouvait aux yeux de Hegel prétendre s'être élevée aux hauteurs de la réflexion philosophique. Les missionnaires, l'ethnologie et l'anthropologie naissante brandissaient le dogme de l'évolutionnisme, établir pour l'Afrique une attestation de fétichisme et de prélogisme. Pendant ce temps, d'autres chercheurs n'avaient pas manqué, çà et là, de soupçonner la grandeur des civilisations nègres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Métallurgie du fer et du cuivre, poterie, architecture, littérature, religion, morale, droit, etc. L'on peut se réjouir aujourd'hui que la plupart des préjugés contre l'Afrique appartiennent au passé. Il n'en va pas de même de la philosophie. Certes, les historiens de la philosophie abandonnent de plus en plus le mythe de l'origine grecque de la philosophie et reconnaissent l'influence des philosophies égyptiennes et orientales. Mais, sauf tout récemment, parler de philosophie africaine, et donc d'histoire de la philosophie africaine, était considéré comme un abus de langage. L'on appela donc bientôt ethnophilosophie. Tout effort de reconstruction est de reconstruire la philosophie africaine. Pour les détracteurs de l'ethnophilosophie, l'Afrique précoloniale avait des contes, des mythes et des proverbes, mais non une philosophie. Par conséquent, à leurs yeux, la philosophie africaine commence peut-être avec Kwame Nkrumah, mais pas avant. Et pourtant, des textes à caractère philosophique, en partie bien élaborés que les fragments présocratiques sont depuis longtemps connus et disponibles, il y a là plus que de simples sentences ou aphorismes. Les uns sont écrits, les autres oraux. Ces derniers ayant été en partie consignés par écrit. Il fallait donc qu'on se rende à l'évidence. La philosophie africaine de la période pharaonique, tel est le titre d'un ouvrage essentiel, d'une valeur scientifique exceptionnelle, écrit par un savant historien, égyptologue et philosophe, le professeur Théophile Obenga. Par-delà, le dilettantisme navrant de maintes histoires de la philosophie africaine de la dernière décennie, le professeur Obenga nous offre enfin une authentique histoire de la philosophie africaine, commençant vraiment par le commencement. Non, certes, par le commencement absolu, mais qui, selon nous, coïncide avec l'apparition de l'homme dans le cosmos. Mais par le commencement attesté par les écrits philosophiques africains les plus anciens, ceux de l'Égypte pharaonique de l'Ancien Empire. Ces textes ne sont pas seulement africains, du fait que l'Égypte est un pays africain,
Ils le sont surtout parce qu'il s'agit de l'Égypte pharaonique, qui est, on le sait depuis longtemps, et surtout depuis l'œuvre immense et fouillée de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga lui-même, une Égypte nègre, de civilisation nègre. Les témoignages des savants cités par le professeur Obenga sont à cet égard exempts de toute complaisance et partant dignes de foi. Dans une introduction fort alerte et stimulante, Obenga distingue 4 périodes dans l'histoire de la philosophie africaine écrite. Période pharaonique, moins 2780, moins 2260, Ancien Empire. Période patristique, du 1er au 5e siècle. Période musulmane et négro-musulmane, du 7e au 17e siècle. Période négro-africaine contemporaine, depuis le 18e siècle. Ainsi, l'on peut parler d'une philosophie négro-pharaonique près de 3 millénaires avant l'Antiquité grecque et chinoise près de 2 millénaires avant l'hindouisme. Si donc l'on met entre parenthèses la période patristique, dont la philosophie était largement hellénistique, romaine et judéo-chrétienne, tout comme la période purement musulmane, l'on peut dire que la philosophie négro-africaine écrite comporte, outre la philosophie pharaonique, la philosophie négro-musulmane et la philosophie contemporaine que Théophile Obenga fait commencer à juste titre au XVIIIe siècle, avec l'œuvre philosophique de A.W. Amo à la fin du XIXe avec E.W. Bliden. S'agissant de la période pharaonique, Obenga reproduit des textes d'une valeur inestimable et qui sont peu connus du public négro-africain. Ce sont les textes des pyramides, l'inscription de Shabaka, les maximes ou enseignements de Kagemi, les textes de sarcophages, les textes des sarcophages, les livres, le livre des morts, etc. Certes, le professeur Cheikh Anta Diop, père de l'égyptologie négro-africaine, nous avait déjà mis en appétit en reproduisant des extraits de la cosmogonie égyptienne et d'autres textes. Mais, cédant quelque peu à une définition eurocentriste et idéaliste de la philosophie, Diop se montre plutôt réservé, sinon sceptique, à l'égard de la philosophie négro-africaine. De ce fait, le mérite de Théophile Obenga consiste à avoir vu que les textes qu'il reproduit et accompagne d'une translittération précieuse et d'une sobre interprétation sont au moins aussi philosophiques que ceux auxquels l'histoire occidentale colle cette épithète. Tels sont les textes présocratiques, d'importantes tranches des textes platoniciens et aristotéliciens, des textes de la période post-classique ou gréco-romaine, des textes médiévaux, modernes et même contemporains. Initié à la philosophie occidentale avant mai 68 par de grands maîtres Joseph Moreau, René Lacrose, Roger Daval, François Bourricot, Gérard Granel, Pontevia, Abriba, Jean Château, etc., Théophile Obenga connaît ces textes. Le propre de pareils textes, c'est d'être des visions dogmatiques du monde ou des maximes morales. Ils ne sont d'ailleurs pas purement et simplement dogmatiques. Ils représentent au contraire un niveau critique certain par rapport à l'attitude naturelle de Monsieur Tout-le-Monde qui se contente de coïncider avec ce qu'il voit ou sent. Non seulement les textes philosophiques de la période pharaonique soutiennent la comparaison avec des textes bien plus récents, mais Obenga, comme bien d'autres avant lui, montre que les premiers philosophes grecs furent les élèves des Égyptiens et des Chaldéens, dont ils ont subi une influence considérable. L'on peut donc, sans emphase, dire que c'est la mère Égypte et non la Grèce qui fut le premier berceau connu de la philosophie. En rappelant à juste titre le caractère nègre de la philosophie pharaonique, ainsi que la parenté spirituelle entre elle et les traditions nègres de l'Afrique contemporaine, Obenga encourage ses collègues philosophes africains à approfondir la philosophie pharaonique et les traditions orales négro-africaines à caractère philosophique, telles que les révélations d'Ogoté Méli ou la haute science de l'Empire recueillie dans la Bible noire.
Ainsi, à l'exemple de leurs ancêtres proches et lointains, les philosophes négro-africains créeront une philosophie pour notre temps. Par ailleurs, s'ils se tournent vers l'étude des présocratiques et autres philosophies occidentales ou orientales, ils se rappelleront que la plupart de ces philosophies ont subi l'influence de la mer Afrique et iront jusqu'aux sources que constitue la philosophie pharaonique. Le temps n'est donc plus où l'on se demandait s'il existe une philosophie africaine. La plus ancienne est la pharaonique. La plus récente est celle de nos traditions orales, tandis que la plus actuelle est celle que nous créons face aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. S'adressant à ses fils et filles philosophes d'aujourd'hui, la mère Afrique pourrait les adjurer en ces termes. Recréez-moi, mais surtout créez votre propre avenir. Recréer. L'Afrique ne signifie d'ailleurs pas se réfugier dans un passé dépassé et mort, mais bien plutôt faire revivre ce qu'il y a de vivant dans ce passé en ensevelissant à jamais ce qui est caduc et mort. Cette problématique est aussi fondamentalement celle de Théophile Obenga, qui fut ministre des Affaires étrangères du gouvernement de son pays, la République populaire du Congo. Le passé vivant de la philosophie égyptienne est représenté par sa cosmologie, sa théologie, son anthropologie et sa morale, dont bien des enseignements se retrouvent dans les traditions négro-africaines contemporaines. Ainsi, la cosmologie égyptienne défend à la fois la thèse du primat de la matière, Nun, et de l'existence non créée du dieu primordial, Ra. Elle enseigne également l'évolution de la matière à partir de Nun, suivant une loi, l'existence des états individuels conscients ou inconscients, à partir de l'existence incréée du Dieu primordial et par la vertu de son verbe, etc. La théologie pharaonique paraît se situer par-delà le monothéisme et le polythéisme. Quant à la morale et à l'anthropologie égyptienne, elles sont d'une exigence difficile à dépasser. En publiant des textes égyptiens dans leur langue originale, Théophile Obenga a compris que pour un philosophe africain, philosophie, c'est partir de la sève, des langues et problématisations africaines. Ceci est évident, mais non trivial. C'est évident car penser, c'est parler, et que le parler africain n'est pas le parler occidental ou oriental. Ce n'est pas trivial, car les philosophes africains sont linguistiquement acculturés et amenés de ce fait à philosopher à partir des langues et problématisations étrangères à l'Afrique. Le cadre conceptuel en Afrique est dicté par les langues et problématisations anglo-saxonnes ou françaises. On y parle d'âme et de corps, d'esprit et de matière, de développement et de sous-développement, de sciences exactes et de sciences humaines, etc. Exactement dans le cadre défini et problématisé par l'Occident. Ainsi, c'est l'Occident qui décide qui est développé et qui est sous-développé, qui développe et qui doit être développé, ce qu'il y a à développer et comment le développer. Et comme l'Occident développe la machine en sous-développant l'homme, l'on mesure le danger qu'il y a à partir des langues et problématisations étrangères à l'Afrique et propres à l'Occident. Enfin, par l'attention qu'il porte à des textes explicites à caractère philosophique, Théophile Obenga satisfait aux exigences des philosophes africains lorsqu'il critique la tendance à l'équation et à la rétrojection facile, caractéristique de la prétendue ontologie bantoue du père Placide Tempels. L'on peut certes affirmer a priori que chaque culture a sa ou ses philosophies, mais on ne peut préciser une telle philosophie qu'a posteriori, c'est-à-dire à partir de textes philosophiques explicites, quel qu'en soit par ailleurs le genre littéraire, aphorismatique, mythique, rigoureusement argumentatif ou davantage dogmatique. Placide Tempels a donc eu tort de faire passer sa construction ontologique pour la philosophie bantoue traditionnelle, sans un seul texte explicite. Et lorsque nous-mêmes présentons des matrices de lecture linguistique
Bantuluba du monde, nous faisons certes de la philosophie Bantuluba contemporaine. Mais nous ne pouvons prétendre reconstituer, ce faisant, la philosophie bantoue traditionnelle. En lisant la philosophie africaine de la période pharaonique de Théophile Obenga, l'on ne peut s'empêcher de dire adieu à Temples et aux Templesiens, non pas qu'il faille méconnaître le mérite des pionniers de la philosophie africaine contemporaine, simplement il est juste de rendre hommage à l'Afrique de la rigueur méthodologique en philosophie comme en science. Chamalenga Ntumba, département de philosophie, Kinshasa, Zaïre. Introduction. L'histoire de la philosophie africaine suit bien évidemment la trame de l'histoire générale du continent africain dans son ensemble. Et, au plan chronologique, nous pouvons distinguer les périodes suivantes. La philosophie égyptienne pharaonique, dès l'Ancien Empire, avec les textes des pyramides, l'inscription de Shabaka, les maximes ou enseignements de Kagemni et de Ptahhotep. Les philosophes et penseurs d'Alexandrie, de Cyrène, de Carthage et de Hippone. L'école d'Alexandrie, qui vécut pendant plus de 6 siècles sous les rois grecs de la famille des Ptolémées et sous l'Empire romain, atteignit son plus haut point de gloire entre 323 et 221 avant notre ère, avec Démétrius de Phalère, le sophiste Diodore Chronos, et Gésias, qui a beaucoup philosophé sur la mort et fut surnommé par ironie l'apologiste du suicide. Euclide, qui trouva en Égypte, berceau de la géométrie, des ouvrages qui servirent à la composition des siens. Ces éléments sont considérés comme le livre de géométrie par excellence. Manéthon, l'historien égyptien, Aristarque, savant alexandrin, affirma le mouvement de la Terre sur elle-même et autour du Soleil, et tenta de mesurer les distances de la Terre à la Lune et au Soleil. Voir son traité de la grandeur et de la distance du Soleil et de la Lune. Archimède, le créateur de la statique, des solides et de l'hydrostatique. Sexte, l'empirique, philosophe et médecin, et Plutarque, membre du collège sacerdotal de Delphes, qui voyagea en Égypte et séjourna plusieurs fois à Rome, ont conservé les idées principales du système d'Aristarque. L'école de Cyrène, fondée par Aristippe, élève de Socrate, a joué un grand rôle dans le développement de la pensée grecque avec des penseurs très libres et vraiment originaux, tels que Théodore, surnommé l'athée. Aristippe, le jeune petit-fils du fondateur de l'école. L'influence des idées d'Aristippe s'est exercée sur des hommes comme Bion, le borysténien, et Évémère, mort à la fin du IIIe siècle avant notre ère, dont le radicalisme philosophique a fait scandale. Les dieux de la mythologie ne sont que des rois d'une époque reculée, divinisés par la crainte ou l'admiration des peuples, enseignait-il. L'école de Cyrène, Libye, a placé dans le bonheur le but des recherches philosophiques, a conseillé l'action mesurée de même que le plaisir de l'intelligence. Elle a recommandé à la fois le respect des lois et la culture de l'esprit, la spéculation désintéressée, tout en insistant sur les applications pratiques de la science. Aristippe et ses disciples ont été des intellectuels presque au sens moderne du mot. Érastotène, mathématicien, astronome et philosophe de l'école d'Alexandrie, était originaire de la Cyrénaïque, en Libye. L'Antiquité méditerranéenne n'a connu qu'une seule mesure vraie de la Terre, celle d'Érastotène. La mesure de la circonférence terrestre par ce Cyrénéen est un fait unique dans l'histoire ancienne, classique. La mesure de la circonférence terrestre par Érastotène est le résultat de 3 opérations distinctes. La détermination par rapport au méridien total d'un arc nettement localisé et assez court, la mesure réelle et le terrain de la longueur correspondant à cet arc, enfin le calcul qui est la comparaison de ces 2 éléments.
Au 1er siècle de notre ère, Carthage a donné un philosophe, Claudius Maximus, qui présida un procès de magie. Javolenus, Priscus, Apulé, Lollianus, Avitus, Fronton, Pertinax ont également illustré la pensée et les lettres carthaginoises, toujours au 1er siècle. Nous avons au 3e siècle Balbin, Gordien au 4e siècle. Avienus, Symaque, Vindicianus. Au début du 5e siècle, Macrobe, Symaque le Jeune, Volusianus, ami d'Augustin comme Rutilius, Numatianus. Saint Augustin, né à Tagaste, Souk Arras en Algérie, le 13 novembre 354, mort le 28 août 430, dans la cité d'Hippone, Annaba, ancienne Beaune en Algérie orientale, a puissamment médité sur le temps vécu, le temps humain et sa relation à l'absolu divin, l'éternel qui donne un sens à l'éphémère. La philosophie maghrébine, Ibn Bajjah, mort à Fès en 1138, auteur d'un traité de l'âme, Ibn Battuta, géographe et ingénieux ethnographe marocain né à Tanger en 1304 et mort en 1377. Surtout le grand Ibn Khaldoun, historien, sociologue et philosophe né à Tunis en 1332 et mort au Caire en 1406. Il a exposé sa philosophie de l'histoire dans les Prolégomènes, la Muqaddima, grandiose discours sur l'histoire universelle qui est en réalité une véritable encyclopédie des sciences. Les écoles philosophiques médiévales de Tombouctou, Université de Sankoré, Gao, Djenné, foyer de la culture négro-musulmane au temps des grands empires soudanais, Ghana, Mali, Gao, Songhai. C'est la perpétuation de la tradition péripatéticienne, islamisée. L'université de Sankoré fut illustrée par le professeur Mohamed Bagayogo, qui eut pour étudiant le célèbre Ahmed Baba, né à Araoun en 1556. Des témoignages directs nombreux rapportent que le docte Ahmed Baba possédait près de 1600 volumes dans sa bibliothèque et sa valeur était célèbre au Maghreb et sa renommée se répandit au loin. La philosophie africaine, moderne et contemporaine, avec des noms importants comme ceux d'Anton Willem Amo, philosophe ghanéen du XVIIIe siècle, qui étudia et enseigna la philosophie et les arts libéraux, sciences non théologiques, de 1727 à 1747, dans 3 grandes universités allemandes, Halle, Wittenberg et Jena. G.W. Leibniz, régnant à travers son disciple, Christian Wolff, philosophe et mathématicien, et de Édouard Wilmot Blieden, penseur nègre de la fin du XIXe siècle. La philosophie africaine contemporaine manifeste déjà plusieurs courants, bien dessinés au Zaïre par exemple. Le courant culturaliste, qui entreprend une approche philosophique des réalités africaines, le courant herméneutique, qui exploite le langage, l'art et symboles africains dans les voies et méthodes récemment développées en Occident, le courant diachronique, qui entend élaborer l'histoire de la philosophie africaine comme domaine de recherche et d'enseignement, le courant dit fonctionnel, qui réfléchit sur l'insertion de la science et de la technique dans les réalités sociales, économiques et culturelles africaines, en même temps qu'il tente de fonder les perspectives d'une épistémologie nouvelle. Le professeur Kwasi Wiredu, philosophe ghanéen contemporain, considère comme grande urgence existentielle, a great existential urgency, la comparaison entre la philosophie africaine et la philosophie occidentale. Il reprend ainsi une exigence formulée par Marcel Griaule. Entre guillemets, la nécessité se fait sentir de mettre sur un même plan d'intérêt, dès aujourd'hui et pour commencer,
la pensée bambara, la pensée dogon et celle de l'Asie, comme celle de l'Antiquité classique. Fin de guillemets. Dans la présente investigation, il est question de la philosophie égyptienne pharaonique à partir des textes originels, authentiques, traduits et brièvement commentés. Sont par conséquent pris au sérieux eux-mêmes, pris au sérieux et la langue et les textes pharaoniques. Ils auront ainsi à parler eux-mêmes et pour nous, comme tradition désormais, mêlée à la façon d'un héritage assumé, à notre pratique philosophique contemporaine, il le faut. Ces textes de nos traditions, repérés et livrés ici au cours de l'effort de ce travail de reconstitution de l'histoire de la pensée africaine, qui doit avoir sa place dans la totalité philosophique et le dessin des principes des langages et des méthodes de la philosophie mondiale, ont affaire à l'homme, à la société, au monde, à l'univers, à l'absolu, témoignant ainsi d'une pensée exigeante, consciente d'elle-même, une sorte de vigilance affûtée, comme centre au sein d'une culture et d'un environnement donné. Une pensée vécue et, pendant plus de 20 siècles, à la recherche de la vérité justice, de l'ordre social, de l'équilibre intérieur de l'humain, de l'intelligence, de la globalité cosmique, du bonheur réel, durable, inaltérable, éternel. Les Égyptiens pharaoniques ont médité très tôt, dès le départ de leur histoire nationale, sur leur destinée. À leurs outils, leurs techniques, leurs constructions, ils ont ajouté d'emblée une pensée organisée et systématique, une conscience morale, une éthique. Voici par conséquent des matériaux que la recherche et l'enseignement doivent désormais exploiter, lire et interpréter en tant qu'assises historiques et fondements théoriques de la philosophie africaine des millénaires avant la naissance et l'éclosion de la philosophie grecque antique. Celle-ci, au demeurant, bénéficia de ses origines de l'apport oriental, précisément chaldéen et pharaonique. Les premiers Hellènes qui philosophèrent sur les choses célestes et divines, comme par exemple Phérécyte, Pythagore et Thalès, tous sont d'accord pour admettre qu'ils furent les élèves des Égyptiens et des Chaldéens et écrire peu de choses. La redécouverte de l'ancienne Égypte, depuis les travaux de déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, fournit des raisons supplémentaires qui font que l'Égypte fut le berceau de la spéculation philosophique telle que nous la connaissons. L'ancien professeur aux universités de Bristol et de Londres fait allusion à l'inscription de Shabaka, qui 30 siècles avant les Grecs exprime une conception ordonnée de la vie en un langage qui suggère une tradition déjà vieille de plusieurs siècles. Ainsi, la tradition philosophique africaine, qui instaure magistralement sur le continent africain la réflexion systématique sur le monde, la nature et l'homme lui-même, constitue en même temps et d'un même mouvement les fondements de la philosophie grecque. Un égyptologue de la trempe de Serge Sonneron ne saurait écrire ce qui suit par distraction ou par complaisance. Aussi, les révélations d'Ogotemeli ou la philosophie bantoue apportent-elles de précieux éléments qui nous aident à mieux comprendre certains aspects de la pensée religieuse égyptienne. Mais nous ne devons rien attendre dans ce domaine ou fort peu de choses de la lecture de Platon. Le monde égyptien pharaonique est effectivement africain intrinsèquement. Le culte des nègres est la dernière expression des dogmes de l'Éthiopie et de l'Égypte. Dans les actes du célèbre colloque international organisé par l'UNESCO au Caire en 1974, nous pouvons extraire ces deux passages caractéristiques par leur pertinence et leur justesse convergente. Petit a. Ouvrez les guillemets. Le professeur Vercouter a déclaré que, pour lui, l'Égypte était africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Fermez les guillemets. Petit b. Ouvrez les guillemets. Le professeur Leclan a reconnu ce même caractère africain dans le tempérament et la manière de penser des Égyptiens,
Nous savons tous ce que l'Institut de papyrologie de l'égyptologie de l'Université de Lille doit au professeur Jean Vercouter, directeur de la mission archéologique française au Soudan, île de Saï, Mirghissa. Professeur au Collège de France, M. Jean Leclan est aujourd'hui membre de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Le constat et l'appréciation de tels savants en matière d'égyptologie ne peuvent que relever de la réalité, de la science et non de l'idéologie, comme c'est souvent le cas. Il est par conséquent légitime de lire les cosmogonies et pensées négro-africaines en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne parviendra à comprendre réellement la civilisation pharaonique, son âme profonde, ses mystères, sa spécificité humaine, son originalité, son vrai visage, toutes ces étrangetés, que du jour où elle englobera l'Égypte antique dans son contexte natif originel, le monde noir africain, puisque la psychologie et la culture révélée par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Fin des guillemets. En résumé, une histoire de la philosophie africaine est possible, mais son élaboration est fort exigeante. Elle requiert en effet la connaissance parfaite de l'égyptien ancien, du grec, du latin, de l'arabe, en sus des techniques et méthodes propres à l'histoire de la philosophie. Sans grec, pas de connaissance véritable de la tradition philosophique occidentale. Sans égyptien ancien, pas de restitution possible de l'authentique tradition philosophique négro-africaine en sa dimension temporelle la plus ancienne, la plus fondamentale. Le travail de notre génération ne doit donc pas s'articuler exclusivement autour de l'ethnophilosophie et de l'œuvre templesienne. C'est au contraire un travail difficile et complexe qui doit explorer toutes les aires culturelles du monde noir africain, examiner les liens unitaires de toutes ces aires, rétablir la tradition philosophique africaine elle-même en elle-même, rénover en conséquence l'enseignement de la philosophie en Afrique noire, développer une philosophie favorable à la liberté et au progrès en Afrique, prendre part activement aux grands problèmes philosophiques et scientifiques du monde contemporain. Le matérialisme historique ne commande pas une autre attitude plus féconde, sinon encore et toujours le travail scientifique en philosophie dicté par la vie réelle. Voici que les monographies et les revues philosophiques se développent en Afrique noire, à côté d'œuvres proprement littéraires. La brèche, ainsi ouverte par l'intelligentsia négro-africaine contemporaine, a fini par créer une situation sur le front philosophique en Afrique noire. Nous voulons contribuer ici aux grands besoins de l'essor du travail philosophique en Afrique noire contemporaine en examinant un moment de la longue histoire de la philosophie en Afrique, précisément les débuts de cette histoire avec la philosophie pharaonique.